Il y a environ un mois, sur la chaîne Public Sénat, le député Jean-Philippe Tanguy était interrogé sur le programme économique du Rassemblement national. Le journaliste rappelle alors qu'un économiste de premier plan, Philippe Aghion, a publiquement critiqué ce programme. Jean-Philippe Tanguy lui répond en contestant ses analyses. Voyons cela. C'est vous qui dites. Oui, effectivement, c'est moi qui le dis. Un mot du contre-budget, effectivement, du Rassemblement national. Vous l'avez présenté la semaine dernière. Vous proposez 36 milliards d'économies budgétaires. Alors, le dernier prix Nobel d'économie vous a lu avec attention. Non, il ne nous a pas lu. Il nous a juste insulté. Il dit, puis je vous le cite, ce sont de grands amateurs, en parlant de vous, ce ne sont pas des gens sérieux. Ils ne sont pas capables de gérer la France. Je ne leur confie pas les manettes de la France pour gouverner. Ils sont incompétents. Votre réponse, Jean-Philippe Tanguy? Il y a un exemple. Là, je suis en train de décrire ce que... Enfin, il parle de vous et il vous dit économie fantaisiste. Oui, et donc il n'a cité aucun exemple. Il n'a pas lu notre budget. Donc M. Aghion, qui a soutenu le programme économique de François Hollande et d'Emmanuel Macron avec le grand succès que l'on connaît, nous insulte. Et en fait, il n'est pas content parce qu'on veut réduire le coût de l'immigration, il trouve ça méchant, et on veut réduire la facture de l'Union européenne, et il trouve ça scandaleux. Donc en fait, M. Aghion, qui a un prix Nobel pour ses travaux sur l'innovation, donc on est très loin de l'économie politique, nous insulte parce que c'est un gauchiste à deux balles, et un raciste. Oui, on connaît, vous savez, par ailleurs, c'est un fils de la haute bourgeoisie française. Donc M. Aghion, il ne sait absolument pas comment vivent les Français. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder cette biographie. Qu'est-ce qu'il a de gauchiste? Mais il faut regarder contre la taxe Zuckman, par exemple. C'est-à-dire que c'est un fils de 68 arts enrichi sur le tard, Madame Aghion, qui a fait une griffe de luxe, surtout très sympathique. Mais voilà, M. Aghion, il vit dans un monde parallèle. Donc il n'a pas lu notre contre-budget, et donc j'invite ceux qui nous écoutent, qui veulent voir sur quoi se base M. Aghion, à lire son interview complète. Et donc il critique le fait qu'on veut réduire l'immigration. Bon, parce que le rapport avec un prix Nobel d'économie, et il critique le fait... sur le principe, c'est dire que ça ne rapportera pas autant que ce que vous dites, quoi. Oui, alors je pense que ceux qui nous écoutent savent que si on expulse et on arrête de donner des aides sociales à des étrangers au chômage, le taux de chômage... Jusque-là, rien d'anormal. Un économiste formule une critique. Un responsable politique la réfute. C'est le fonctionnement normal du débat démocratique. Mais cet échange est intéressant pour une autre raison. Car dans ce type de situation, le débat a souvent tendance à se déplacer. Il ne porte plus sur les arguments eux-mêmes, mais sur le statut de celui qui les formule. On entend alors, explicitement ou implicitement, une idée simple. Philippe Aghion est prix Nobel d'économie. Donc ces critiques seraient, par nature, au-dessus de la contestation. Autrement dit, ce ne sont plus les raisonnements qui tranchent, mais le prestige. C'est précisément ce mécanisme que je voudrais analyser aujourd'hui. L'argument d'autorité en économie, son omniprésence, ses fondements intellectuels pourtant fragiles, et son incompatibilité avec la pratique rigoureuse de la discipline économique, y compris, et peut-être surtout, lorsque cet argument s'appuie sur les économistes les plus prestigieux. Commençons par une définition rigoureuse. Un argument d'autorité consiste à considérer qu'une proposition est vraie en raison du statut de son énonciateur, et non en raison de la validité de sa démonstration. C'est un raccourci cognitif où l'idée n'est plus évaluée pour elle-même, mais à travers le prestige de celui qui l'énonce. Précisons immédiatement, cette critique ne signifie pas que l'expertise est sans valeur. Au contraire, l'expertise est précieuse, car elle est un filtre. Elle permet de structurer un champ complexe, d'éviter des erreurs méthodologiques grossières, de contextualiser des mécanismes. L'expert est un guide méthodologique, pas un juge de vérité. L'expertise ne peut transformer une proposition économique, nécessairement conditionnelle, en vérité indiscutable. Mais alors, pourquoi cette dérive? Pourquoi l'économie y est-elle particulièrement exposée? La réponse tient à la façon dont l'économie produit ses connaissances. L'économie n'est pas une science expérimentale au sens strict du terme, comme peut l'être la chimie ou la physique de laboratoire. Elle élabore des modèles, elle formule des hypothèses, elle construit des cadres d'analyse. Et ces constructions intellectuelles ne sont jamais neutres. Elles doivent naviguer entre un besoin de simplification pour l'analyse, le fameux ceteris paribus, et la complexité irréductible des systèmes sociaux. Elles incorporent des choix méthodologiques, des postulats normatifs implicites, et parfois même des visions divergentes du rôle des institutions, de la régulation ou de la justice sociale. Conséquence inévitable. Les désaccords en économie ne sont pas des anomalies. Ils sont constitutifs de la discipline. Si l'économie produisait des réponses uniques, définitives et universellement acceptées, le consensus régnerait parmi les économistes. La réalité est tout autre. Les débats structurels persistent, les écoles de pensée coexistent, les interprétations divergent.
C'est précisément dans ce contexte que l'argument d'autorité semble offrir une solution. À ce stade, une question s'impose. Si l'argument d'autorité est si fragile sur le plan logique, pourquoi est-il si souvent mobilisé ? La réponse est moins intellectuelle que psychologique. L'économie est complexe, incertaine et profondément conflictuelle. Face à cette complexité, l'autorité rassure. Elle offre un raccourci. Elle permet de trancher vite, là où les arguments exigeraient du temps. Le problème n'est donc pas que l'on fasse confiance aux experts. Le problème commence lorsque l'autorité remplace le raisonnement et sert à clore le débat plutôt qu'à l'éclairer. Illustrons par des exemples notoires. Premier cas, historique. En 1974, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques est attribué conjointement à Gunnar Myrdal et Friedrich Hayek, deux figures majeures du XXe siècle économique récompensées pour leurs contributions respectives. Mais quelles contributions ? Myrdal, économiste suédois, a développé des analyses institutionnelles soulignant les cercles vicieux du sous-développement et défendu une vision interventionniste de l'État, favorable à la planification et à l'État-providence. Hayek, représentant de l'école autrichienne, a au contraire développé une critique radicale de la planification socialiste, soulignant les problèmes de connaissances dispersés dans une société complexe et défendu les mécanismes de marché comme solution informationnelle. Deux paradigmes opposés, deux prescriptions politiques incompatibles, une même récompense suprême. Question méthodologique. Si l'autorité académique devait trancher les débats économiques, laquelle de ces deux visions antagonistes faudrait-il suivre ? Second cas, dans le domaine de la finance. En 2013, le prix est attribué à Eugene Fama, Lars Peter Hansen et Robert Shiller. Le comité a explicitement salué leurs analyses empiriques des prix des actifs. Or, leurs travaux représentent des approches partiellement contradictoires. Fama est associé à l'hypothèse des marchés efficients, selon laquelle les prix des actifs financiers reflètent rapidement et complètement toute l'information disponible. Shiller, quant à lui, a mis en évidence la volatilité excessive des marchés, documenté les bulles spéculatives et contribué au développement de la finance comportementale qui intègre les biais cognitifs des investisseurs. Le comité Nobel a ainsi récompensé à la fois un cadre théorique supposant la rationalité des marchés et des travaux montrant leur déviation par rapport à cette rationalité. Cette dualité est révélatrice. Le prix couronne l'influence et la rigueur des contributions, non leur vérité absolue. Ces exemples nous amènent à une clarification essentielle. Que récompense exactement le prix de la Banque de Suède en sciences économiques ? Contrairement à une idée répandue, il ne récompense pas la découverte de vérités économiques définitives. Il ne certifie pas l'efficacité d'une politique économique particulière. Il ne désigne pas des prophètes infaillibles. Il récompense, selon la formulation officielle, des contributions remarquables à la science économique. L'élaboration d'un cadre analytique novateur, le développement d'une méthode influente, l'apport théorique significatif à la compréhension des phénomènes économiques. Confondre prestige académique et vérité scientifique constitue donc une erreur épistémologique fréquente et potentiellement dangereuse. Pourquoi dangereuse ? Parce que l'argument d'autorité a un effet paralysant sur le débat démocratique et scientifique. Il substitue la déférence à l'examen critique. Il transforme l'économie en une rhétorique de légitimité plutôt qu'en un champ de confrontation intellectuelle rationnelle. Affirmer « il a raison parce qu'il est prix Nobel » équivaut à court-circuiter les questions méthodologiques fondamentales. Quelles hypothèses de comportement sous-tendent le modèle ? Quel mécanisme causal est postulé ? Quelles données empiriques sont mobilisées et avec quelles techniques d'inférence ? Quels effets secondaires ou redistributifs sont envisagés ? Quelles sont les limites reconnues de l'analyse ? En sciences économiques, ce sont la cohérence logique, la pertinence empirique et la robustesse méthodologique qui doivent emporter l'adhésion, non les titres ou les distinctions. La démarche intellectuelle appropriée face à une proposition économique, quelle que soit l'autorité de son auteur, consiste donc à examiner systématiquement le cadre théorique et ses hypothèses fondatrices, la cohérence interne du raisonnement, le corpus de données et les méthodes d'analyse employées, la robustesse des résultats aux variations des spécifications, les limites et biais potentiels reconnus par l'auteur lui-même. Critiquer les travaux d'un économiste renommé ne relève ni de l'irrévérence ni de l'arrogance. C'est au contraire le fonctionnement standard de la communauté scientifique, où le prestige n'immunise pas contre l'examen critique. En revanche, rejeter la critique au nom de l'autorité de son auteur constitue une faute contre l'esprit scientifique. Je conclurai par cette proposition fondamentale. Se prémunir contre l'argument d'autorité en économie ne représente pas un rejet de l'expertise ou de la scientificité.
C'est, au contraire, la condition nécessaire pour pratiquer l'économie comme une science sociale rigoureuse. Les idées économiques doivent être soumises à l'examen critique, à la confrontation empirique, au débat rationnel. Elles peuvent être influentes, élégantes, puissantes, mais elles ne doivent jamais être sanctifiées. Car en dernière instance, aucune autorité, aussi prestigieuse soit-elle, ne peut dispenser de l'exercice exigeant de la pensée critique. C'est cet exercice, et lui seul, qui permet de distinguer entre l'argument d'autorité et l'autorité de l'argument.